Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 15e journée du top 14. On commence tout de suite par les matchs et le premier, à savoir Lyon-La Rochelle. Dans ce match, on a eu un affrontement de deux styles. On avait des Lyonnais qui étaient plutôt portés sur l'attaque, notamment une attaque basée sur le jeu debout et sur les extérieurs, quand La Rochelle se cantonne à son style de jeu habituel, à savoir péter devant et dès que ça franchit, pouvoir écarter. Alors je dirais que Lyon a gagné assez logiquement, mais sans être éclatant non plus. Ils sont quand même tombés sur une équipe de La Rochelle assez faible. La Rochelle a mené pendant toute la première mi-temps et était suffisamment bien parti dans ce match pour pouvoir être à l'abri. Et pourtant non, ils ont réussi à s'écrouler à cause d'une indiscipline et aussi dû au fait que Lyon a monopolisé le ballon. Un autre indicateur aussi de cet inversement de tendance, c'est le fait que La Rochelle dominait les impacts en première mi-temps, notamment sur les deux essais de Tanga et de l'Espio. Et en seconde période, c'est eux qui subissaient. Lyon, qui avait plus le ballon, dominait les impacts, et c'est en partie grâce à ça qu'ils ont pu gagner le match. Bon, dans ce match, on a parlé beaucoup d'offensif, et maintenant on va passer sur l'aspect défensif avec le match Union Bordeaux-Bègles Pau. En effet, les Palois ont tenté seulement 296 plaquages, donc 40 ratés, donc 256 réussis, c'est juste colossal. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est au-delà des plaquages, c'est que la réorganisation défensive de Pau était plutôt bien faite. À chaque fois que ça perçait, les Palois ne paniquaient pas, acceptaient de perdre un petit peu de terrain et se réorganisaient simplement pour pouvoir défendre au maximum. Mais au-delà de ça, ce qui m'a frappé, c'est que Pau n'a pas eu besoin de faire beaucoup de choses dans ce match pour pouvoir gagner. La grosse défense a suffi, puisqu'en effet, ils se sont nourris en fait de contres, des erreurs de l'UBB, donc les deux essais qui sont marqués, à savoir l'interception des Eala et l'essai de Desperes en début de match, ce sont deux contres. Ça a suffi pour prendre le large et au final l'UBB, par un manque de réalisme, ne reviendra jamais. Parce que l'UBB, il faut en parler quand même. La copie n'est certes pas très bonne, mais elle n'est pas non plus dégueulasse. Il y a eu des temps de jeu qui étaient pas mauvais, mais le problème c'était un manque de finition. J'ai relevé pas moins de 7 occasions franches d'essai, ou du moins possession dans les 22 mètres qui auraient pu amener à un essai, sans parvenir à franchir la ligne. J'ai notamment en tête 3 actions mémorables. La première, c'est Tatafou qui se fait arracher le ballon en première mi-temps par Gorgadze. Après on a Tamboué qui, suite à une chevauchée légendaire, oublie le ballon et oublie de donner à deux porteurs en extérieur. Et enfin, la dernière, c'est pour le bonus défensif. Les Palois avaient déjà gagné, mais c'est Huberti qui était totalement démarqué, il n'y avait plus aucun défenseur, et sur une longue sautée de Zach Holmes, fait un en avant alors qu'il était tout seul. Et là, je sais pas trop ce qui s'est passé, je sais pas s'ils avaient pris les Palois de haut, les Bordelais, mais en tout cas, c'était clairement là-dedans que ça allait pas. Après, on peut aussi parler du nombre d'absents, même si bon, l'équipe titulaire était quand même intéressante. On passe maintenant tout de suite à Bayonne-Clermont. Alors c'était un match assez âpre, sans grandes envolées. C'était deux équipes qui avaient à peu près le même niveau. Mais si je devais relever un aspect qui a sûrement permis aux Bayonnais de gagner ce match sans laisser le point de bonus défensif aux Clermontois, je dirais que c'est la nervosité dont fait preuve les joueurs de Clermont. En effet, j'ai notamment deux actions en tête. C'est d'abord le carton jaune en fin de match de Daniel Bibiziou, qui est une faute grossière et franchement qui aurait pu largement être évité, et c'est dommage parce que ça permet de mettre 3 points en plus et donc de sortir la SM du bonus. Et la deuxième action dont je vais parler, c'est cet agacement de Benjamin Urdapilleta qui avait envoyé le ballon en pénal touche. Il y avait une possession pour la SM, mais comme il a parlé à l'arbitre, il a pris 10 mètres. Bayonne n'a pas fait un excellent match, mais a fait ce qu'il fallait pour garder son invincibilité à domicile, avec notamment des 3 quarts et un cher Tiberghien que j'ai trouvé excellent. Tout à l'heure, je vous ai déjà parlé d'un match où il y a eu une surprise, je parle du match de UBB Pau où la section a gagné à Bordeaux, et la deuxième surprise, ça a été Montpellier qui est allé gagner au Racing avec le bonus offensif. Dans ce match, j'ai envie de revenir déjà à la toute première séquence de Montpellier qui est très longue, qui dure quasiment 3 minutes et qui amène l'essai de Lam. Et cette séquence en fait elle va donner le ton du match. C'était un match qui, comme d'habitude sur le terrain de l'Arena, était très ouvert avec beaucoup de jeux, et c'est le MHR qui en a profité pour en marquer pas moins de 5 essais. Ça a démarré donc très fort avec Ben Lam, ça a continué avec Ngomebe quelques actions plus tard, et en deuxième mi-temps, c'était la débandade du côté du Racing. Franchement, je trouve que le Racing retombe dans ses travers niveau défensif. L'année dernière, ça a été son gros point noir, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu viser plus loin qu'une demi-finale, parce que défensivement, c'était pas assez hermétique.
Ça a été un petit peu mieux en début de saison, mais là, depuis le match de Toulouse, et j'ai même envie de dire depuis la période européenne, le Racing n'est plus du tout irréprochable en défense. Et là, concéder une défaite à domicile, ça peut arriver, mais concéder une défaite à domicile en laissant le bonus offensif à l'adversaire contre le dernier du top 14, parce qu'il faut dire ce qui est, même si Montpellier n'est pas à sa place, c'était le dernier du top 14, c'est juste pas normal. De son côté, le MHR a vraiment bien joué les coups, et quand je vous disais que cette équipe-là pouvait remonter au classement si le jeu prenait, eh ben j'y croyais vraiment. J'aimerais juste aussi faire une petite mention à un geste que j'ai beaucoup aimé, celui de Yacouba Camara en première mi-temps pour sauver l'essai d'un Racingman, donc de Wenceslas Loré. Il vient juste plaquer Loré et mettre sa tête contre le sol pour empêcher Loré de marquer. C'est un geste exceptionnel, vraiment. Dans les actions mémorables aussi ce week-end, on peut parler du quadruplé de Graou lors de la rencontre Toulouse-Oyonnax. Et bon, ça en vrai, je vais en parler un petit peu plus tard, je vais me concentrer sur le match. On a vu que Oyonnax, malgré une équipe remaniée, a amené beaucoup d'envie en terre toulousaine. Et le match a été longtemps accroché, enfin longtemps. En fait, c'était un match très ouvert, donc Toulouse a marqué beaucoup d'essais et assez rapidement, mais Oyonnax n'a jamais été décroché avant la mi-temps. Mais là, le problème, en fait, c'est que Toulouse est juste trop fort, quoi. Ils jouent super bien, même avec une équipe bien amoindrie à cause du 6 Nations. Toulouse, c'est vraiment une institution qui est respectée par tous les joueurs et qui est très agréable à voir jouer. Et donc la défense de Oyonnax n'a pas été agressive et pas assez hermétique, un peu comme celle du Racing, pour pouvoir contrer les assauts sans cesse, sans arrêt des Toulousains. Il faut quand même leur donner une petite mention parce que ils ont marqué 4 essais, voire même 5, je crois de mémoire, sur le terrain d'Ernest Vallon, et c'est pas rien parce que marquer 5 essais à Toulouse, ça arrive pas tout le temps. Après bon là c'était un match de Super Rugby, pas de top 14, donc ça explique peut-être pourquoi ils ont réussi à mettre 5 essais. Et bon, pour ce qui est de Toulouse, 61 points, je crois qu'il y a eu 9 ou 10 essais marqués, c'est juste exceptionnel. Mais cependant, j'aimerais dire attention, parce que j'avais l'impression que parfois, ils jouaient un peu trop relâchés, attendaient des gestes sortis de nulle part, des chisteras, tout ça. Ça peut passer, parce que c'est Toulouse, mais il faut qu'ils fassent gaffe quand même, parce qu'ils encaissent quand même 34 points contre Oyonnax. Bon bref, assez parlé du co-leader, pour parler de l'autre leader, le Stade Français Paris, qui recevait Perpignan. Alors là, Perpignan a fait une première mi-temps de très très haut niveau. Et ce match, dans le scénario, j'aimerais un petit peu le rapprocher du scénario de Lyon-La Rochelle. On a l'équipe à l'extérieur qui domine jusqu'à la mi-temps et qui vraiment fait le match parfait à l'extérieur et qui petit à petit, bon pour La Rochelle c'était dû au fait qu'ils dominaient moins les impacts et qu'ils étaient un peu trop indisciplinés, et pour Perpignan c'était dû au fait qu'ils ont totalement craqué physiquement, et ils ont lâché le match. Parce que la première mi-temps des Catalans, elle est vraiment bonne, parce que à part cet essai concédé sur ballon porté, il n'y a pas eu grand-chose de mauvais. Ils ont même marqué un très bel essai avec Thomas O'Hallan, et globalement, c'était eux qui amenaient les Parisiens à faire des fautes. Et sur les rares offensives des hommes de la capitale, ils arrivaient à les contenir. Ils étaient présents dans le combat, ils étaient souvent dans l'avancée, et c'est donc logiquement qu'ils ont mené à la mi-temps. Mais malheureusement, comme trop souvent à Perpignan, ils ont craqué en seconde. En effet, les Parisiens ont commencé eux aussi à dominer les impacts, un peu comme Lyon lors du match face à La Rochelle, et ça a donc amené à ce qu'ils aient plus la possession, à conserver plus, et donc multiplier les assauts, multiplier les offensifs, jusqu'à marquer 3 essais en plus et empocher un bonus offensif. Et franchement, je pense que ce bonus offensif, les Parisiens, ils peuvent être très contents de l'avoir, parce que je pense qu'à la mi-temps, ils en demandaient pas tant. S'ils gagnaient le match, c'était déjà très bien pour eux. Ils peuvent dire aussi merci à Cébès, mais on en reparlera plus tard. Enfin, le dernier match dont je vais parler, c'est Castres-Toulon. Et alors là, la copie de Toulon, c'est comme depuis quelques semaines en fait. Il y a beaucoup trop de déchets. Ils ont globalement aussi perdu les impacts, à l'image donc du premier essai de Chilachava, et on peut même dire du deuxième qui a été refusé. Toulon n'a pas été dominant. Et j'ai l'impression qu'à Toulon, on est en train de s'enliser un petit peu dans une crise. Il faut qu'ils fassent attention à ça parce que ils sont mine de rien quand même aux portes du top 6, même je crois qu'ils sont encore dedans actuellement. Et ils peuvent rebondir quand même avec l'effectif qu'ils ont. Avec notamment l'arrivée de Paolo Garbisi qui peut faire beaucoup de bien. Et à l'inverse, on a une équipe de Castres qui a retrouvé de la confiance depuis cette victoire à Pau il y a 2 semaines. On retrouve donc ce Castres de début de saison qui envoie du jeu. Je vous avais déjà parlé il y a 2 semaines de la doublette Louis Lebrun et Pierre Poplin. Mais là c'est pareil, ça a envoyé du game tout le temps et c'est très agréable à voir jouer. On n'est plus du tout sur le Castres de l'ère Urios qui était pénible. Ils ont fait donc un match très cohérent, donc avec un projet de jeu
qu'ils retrouvent, mais cependant, ils peuvent quand même être un petit peu frustrés, car je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher un bonus offensif, et c'est dommage de laisser donc marquer trop facilement, enfin, en tout cas trop bêtement cet essai de Fainganoku en fin de match, parce que du coup ça leur prive totalement de bonus offensif, il y avait même plus d'espoir. On passe maintenant au top et au flop. En top, je vais d'abord parler du Lyonnais Semi Radradra qui a fait un match de patron. Offensivement, on le voit qu'il apporte vraiment, il est souvent dans l'avancée, il offre encore une fois un essai à Couillou, et même défensivement, il est auteur d'un grattage, il est pénalisé sur un autre logiquement, mais dans l'ensemble, il fait un match très fort. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau, même à la Coupe du Monde, je l'ai trouvé moins fort que sur ce match. Le deuxième top, c'est le Palois Axel Desperes, qui a fait un très bon match en numéro 10 en l'absence de Joe Simmons, puisque c'était pas facile quand même de prendre la relève de l'anglais, et au final, il s'en est sorti très bien. Il n'a pas eu grand chose à faire, mais tout ce qu'il a fait, il l'a fait très proprement, et il est récompensé d'ailleurs par un essai. Enfin, le dernier top, c'est évidemment Paul Graou, qui a marqué 4 essais, qui a fait un match de patron. Paul Graou, ça a été vraiment un des patrons de Toulouse, en l'absence de tous ces internationaux. En flop, maintenant, je vais parler d'abord d'Ali Verretti Raka. Le Clermontois n'a pas été à son avantage lors de la soirée bayonnaise. En effet, il se prend d'abord un cadrage débordement d'école par Cher Tiberghien, son ancien partenaire, qui amène à un essai bayonnais en début de match. Ensuite, il a le moyen de se rattraper avec une percée qui se fait lui-même d'ailleurs. Mais bon, encore une fois, il fait le mauvais choix et se prend un tube par ce même Cher Tiberghien. Au final, Raka aura passé une mauvaise soirée et son bourreau se nomme Cher Tiberghien. En deuxième flop, j'ai parlé de Thomas Laclaya, puisque j'en ai pas parlé dans l'analyse du match Racing-Montpellier, mais les avants Racingmen ont été dominés en conquête. En mêlée, ça a été flagrant et Laclaya y est pour beaucoup. Alors que beaucoup l'attendent en équipe de France, j'étais un peu déçu de sa prestation quand on sait qu'il aurait pu revenir dans le groupe. En plus, bon là, c'est pas un critère pour le mettre en flop, mais le pauvre se blesse, donc ça joue pas en sa faveur. Et enfin, le dernier flop, c'est le capitaine de toujours de l'USAP, c'est Mathieu Acebes. Alors il fait une rentrée, on va dire, normale, mais juste cette action-là, en fin de match, pour priver le Stade français d'un bonus offensif, qu'il rate, c'est juste pas possible. Alors vous pouvez me dire, oui, mais Hubertier a fait la même chose. Oui, c'est vrai, mais j'avais envie de mettre Acebes. Au niveau du classement, on a donc deux leaders qui s'échappent, à savoir le Stade français et le Stade toulousain, avec 46 points, quand l'UBB et le Racing perdent du terrain, et Castres qui revient. Bon, la lutte pour le top 6, c'est toujours les mêmes équipes. Et en bas, Montpellier sort officiellement de la 14e place et donc d'une zone de relégation en y laissant Oyonnax. Voilà, cette analyse de la 15e journée du top 14 est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, activer la cloche et m'écrire un commentaire, ça m'aiderait grandement. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'analyse de la 16e journée. C'était Bourrichon. Ciao ciao.